Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente Daniel Happy. Dans quelques instants, je serai rejoint par Monsieur Florent Kamga, avec qui nous allons parler d'un sujet qui est assez sensible aujourd'hui. Je parle de quoi? Je parle du sujet de la violence faite aux femmes. C'est un sujet qu'on en parle très peu parce que on se dit que cela concerne uniquement les femmes, alors que ce n'est pas le cas. Partout dans les rues, on les entend manifester. On entend les femmes crier pour qu'on puisse les entendre. Et alors aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, j'ai décidé de donner la parole aux hommes pour qu'on puisse entendre leurs paroles à eux aussi, pour qu'ils puissent nous dire ce qu'ils pensent de ce phénomène. Alors, merci. Bonsoir, Monsieur Kamga. Merci de m'avoir prêté votre temps pour pouvoir répondre à mes questions, pour pouvoir participer à ce débat avec moi. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir proposé de faire ce débat. Et comme vous l'avez dit, c'est un sujet très sensible. Il faut que les hommes donnent leur avis dessus. Il y a certainement une avancée. Oui. Alors, dites-moi, serez-vous de ceux qui disent que l'on ne naît pas homme, mais qu'on le devient? Alors, concernant cette question, moi je dirais, on devient un homme. Je pense que quand on est soit un garçon ou une fille. Si on est un garçon, on est un petit garçon au départ. Tout à fait. Et avec le temps, avec l'éducation, l'environnement, on devient plus ou moins un homme. Après, il faut se demander, c'est quoi un homme? Alors, dans ce cas, comment vous définirez la masculinité chez un homme? Alors, moi, je définirais la masculinité tout d'abord par une façon de faire. Qu'est-ce qu'un homme Un homme, c'est quelqu'un qui est capable de se maîtriser, qui est capable de maîtriser ses émotions, qui sait transmettre son autorité de façon bienveillante et qui sait connaître la limite à ne pas franchir, c'est-à-dire aller jusqu'à la violence et mettre la main sur une autre personne. Donc moi, c'est ma définition de l'homme, c'est lui qui doit être un exemple de maîtrise de soi. Voilà. Ok. Et quand l'ego de cet homme est mis à l'épreuve, comment il peut réagir dans ce cas? Alors, comment vous réagirez si votre ego est mis à l'épreuve, surtout par votre femme ou par une femme, je ne sais pas. Alors, quand notre ego est mis à l'épreuve, moi, ce que je conseille, c'est de prendre de l'air. C'est aussi simple que ça. Quand vous sentez que la tension monte, ça monte trop fort, à un niveau où vous ne contrôlez plus vos gestes, mieux vaut prendre de l'air. Je ne sais pas, aller marcher. Même si celle-ci, elle est la première à vous donner des coups de poing, des gifles, parce qu'on sait que les femmes, elles sont comme ça. On ne va pas dire qu'elles sont chiantes, mais elles aiment pousser souvent l'homme à bout. Oui, c'est vrai Est-ce que face à cette violence de la femme, vous serez capable de répondre face à ça, en fait? Oui, c'est vrai, il y a des femmes très caractérielles qui peuvent aller jusqu'à porter la main, la première. Et ma réponse, elle est la même. Il faut que l'homme soit capable de se retirer de la pièce et aller prendre de l'air autre part. Voilà, je pense que c'est le seul moyen
d'éviter que voilà, qu'il y ait une réponse à la violence de la femme qui peut finir très mal. Et dites-moi, quel est le comportement qu'un homme peut adopter s'il doit se sentir viril? L'homme dominant, en fait. Alors, Parce qu'il y a il y a plusieurs hommes se servent de leur force physique oui. pour montrer leur virilité et pour montrer qu'ils sont dominants face à la femme, surtout à la femme. Oui. Alors, ouais, l'homme dominant, voilà, déjà ces deux mots, c'est un terme qui est souvent mal compris. Ok. C'est certaines le voient, l'homme dominant, l'homme qui écrase, mais c'est pas ça. Alors, l'homme dominant, pour moi, ça va être celui qui sait imposer son autorité d'une façon bienveillante. C'est-à-dire pas forcément dans l'injure, pas dans le rabaissement, mais plutôt dans la fermeté. Je dirais aussi c'est un homme qui a une seule parole. Par exemple, quand il va dire ça je ne veux pas, et il sait ce qu'il dit et il sait pourquoi il le dit. Et s'il voit que malgré qu'il ait dit qu'il ne veut pas telle chose et que ça se reproduit toujours, là, il y montre de la fermeté petit à petit. Ça peut passer voilà, par une phase d'ignorance, de trucs, voilà, d'ignorer complètement madame si elle reprend, voilà, de montrer que ça ne plaît pas. Et est-ce qu'on peut le considérer comme le pilier face à son épouse? Est-ce que son épouse peut le considérer comme un pilier sur lequel s'appuie? Oui, elle peut le considérer sur un pilier sur lequel s'appuyer parce que en général, la femme a souvent du mal à prendre des décisions fermes, à rester calée sur des choses. Et je pense que l'homme dans son rôle, il doit pouvoir être celui qui tranche, celui qui sait trancher avec fermeté s'il le faut, voilà. Mais toujours dans la bienveillance. Ça doit être une autorité bienveillante. D'accord. Et devant ce que vous me dites, devant vos dires, Oui. est-ce que vous n'avez pas peur que cela soit perçu par les autres hommes comme de la faiblesse? Voilà une bonne question. Mais après, il faut voir c'est quoi la force, c'est quoi la faiblesse. Alors, pour d'autres hommes, la faiblesse, c'est l'absence c'est la non-capacité à user de la force physique. Et c'est une erreur de voir les choses comme ça parce que la force même d'un homme, c'est de pouvoir se maîtriser. Et si un homme n'est pas fort mentalement, au point de pouvoir se maîtriser, alors il est faible. Parce que dans cette vie, il y a de multiples occasions de recevoir des provocations. Et encore moins avec la femme avec qui on vit, avec qui on partage le quotidien chaque jour. Donc moi, je dirais que la force de l'homme, c'est de savoir se maîtriser et ça ne doit pas être vu comme une faiblesse. Voilà. D'accord. Donc, vous me direz, est-ce qu'on peut dire alors que cela fait partie de l'éducation de l'homme, de l'éducation qu'il a reçue depuis son enfance? Ah oui, ça fait pas complètement partie de son éducation. Et les parents doivent veiller à ce que à donner un environnement favorable à ces enfants-là, surtout à ces jeunes garçons, pour qu'ils apprennent à se maîtriser devant les situations qui peuvent plus ou moins l'amener à être violent. Et aussi à respecter les femmes. Oui, ça va de soi. Et aussi respecter les femmes. Et justement, comme vous le dites, le respect de la femme, le jeune garçon, il va apprendre à respecter les femmes en voyant son père respecter sa maman. Voilà, on copie par l'exemple, il n'y a pas de magie. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que lever la main sur une femme, un homme qui lève la main sur une femme est un lâche. Pour vous, qu'est-ce que ça peut dire? Est-ce qu'on peut parler de lâcheté de la part de l'homme quand il ose lever la main sur la femme?
Oui, oui, c'est de l'acheter. C'est de l'acheter. Pourquoi? Parce que en général, l'homme physiquement, il est plus fort que la femme en général. Après, il y a toujours des exceptions. Donc, je pense que lever la main, c'est comme jouer un match avec un adversaire dont on sait qu'on sera le gagnant immédiatement. Donc, pour moi, ce n'est pas nécessaire de lever la main. Et comme je disais, il y a d'autres façons de montrer son autorité, de montrer qu'on n'est pas d'accord avec une décision, qu'on est fâché avec madame par rapport à certains agissements ou non, sans forcément arriver à la violence. Voilà. D'accord. Euh, Est-ce que vous vous intéressez déjà à ce phénomène des féminicides? Est-ce que vous vous êtes déjà penché dessus pour voir le taux chaque année? Non, statistiquement, je ne connais pas exactement les proportions de violence. Je ne connais pas exactement. Je sais que ça existe. Et c'est bien, je viens de découvrir un mot féminicide. Et voilà, et ça aussi, je pense que c'est un bon indicateur pour savoir réellement ce qui se passe en termes de violence dans les foyers. D'accord. Je vais vous dire les chiffres il y a dans les années passées. En 2015, elles étaient 122 femmes à être mortes pour les coups de leur mari. 2016, 123. 2017, 151. En 2018, ça a baissé. Elles étaient à 121. Mais en 2019, 149. C'est des chiffres en France. Oui, uniquement en France. On ne parle même pas de ce qui se passe hors de la France. On ne parle même pas des chiffres de toutes ces femmes qui se trouvent dans le monde entier. En Afrique, n'en parlons même pas. En Amérique, donc, juste vous donner une indicative de ce qui se passe uniquement en France. Et nous sommes le 9 février 2020 Ok. et nous avons déjà 11 femmes qui sont mortes sous les coups de leur mari. La première, je pense, c'était le soir du 31 décembre. Ah, d'accord. C'était le soir du 31 décembre. En plus, un 31 décembre. Ouais. Et on va pas parler de... Je vais pas parler de... Enfin, pour éviter que on dise inégalité par rapport aux femmes et aux hommes, Ok. on sait aussi que les hommes, ils en souffrent de ces souffrances. On sait aussi que les hommes sont battus par les femmes. On sait aussi qu'il y en a certains qui trouvent la mort dans ces violences. Oui. D'après les informations que l'on trouve un petit peu partout, un homme meurt tous les 13 jours, sous les coups de leur conjoint. Et on dit, et la femme, il y a une femme qui meurt tous les, disons, 3 jours, sous les coups de leur conjoint. Si nous faisons maintenant la comparaison, ça veut dire que, en gros, que tous les 13 jours, 4 femmes trouvent la mort sous les coups de leur mari. Donc, est-ce qu'on peut vraiment faire une comparaison entre ce que vit l'homme et ce que vit la femme? C'est clair que les chiffres sont assez alarmants. Et ça fait quand même pas mal. Concernant la comparaison, alors déjà il y a la violence chez la femme et chez l'homme aussi. Moi je n'irais pas dans un aspect de comparaison, mais plutôt cibler ce qui se passe, la violence, et que ça vienne d'un côté ou de l'autre,
ce n'est pas une bonne chose et il faut y remédier, quoi. Il faut y remédier. Parce que ça a des conséquences, ça a des conséquences pour l'homme, pour la femme, même pour l'enfant qui peut peut-être assister à ça. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de bonne violence qui irait dans le camp de la femme ou de l'homme. Je pense que quand deux personnes s'unissent ou veulent vivre ensemble, la violence doit faire partie de leur quotidien. Ça, on est d'accord. Ouais. Et si je vous dis qu'en 2017, Oui, il y a une femme qui a été condamnée à 13 ans de prison pour avoir tué son mari. Elle a poignardé son mari parce que celui-ci venait lui annoncer qu'il la quittait pour une autre. ok, Et 1 an plus tard, il y a un homme qui a été condamné à 10 ans de prison ok. pour avoir poignardé sa femme. Qu'est-ce que vous me dites par rapport à cette justice? Est-ce la justice ou une injustice? Alors, pour moi, c'est une injustice parce que la justice est censée être valable pour tout le monde, traiter tout le monde de façon équitable Exactement, oui. et juger par rapport à l'acte qui a été commis. Et non forcément au fait que c'est une femme ou c'est un homme. Voilà. Donc je pense que l'homme aurait dû écoper de la même sentence. Voilà, je pense qu'il doit avoir une sorte d'égalité dans les prises de décision des juges face à ces actes. Ils sont tous deux des meurtres. Voilà. De meurtrier. Oui, exactement. Et je pense qu'il y a un code pénal qui sanctionne ce genre d'actes, que ce soit un homme ou une femme. Tout à fait d'accord. Mais je vais juste, si vous me le permettez, Ok, de vous lire quelques témoignages de certaines femmes. ok, Alors, les personnages, enfin, les prénoms ne sont pas vraiment ceux des victimes. Alors, Cécile, 40 ans. À l'extérieur, les gens lui donnaient le bon Dieu sans confession. Mais à la maison, c'est quelqu'un d'insupportable. Il m'appâtait avec des petites intentions, des poèmes, des belles paroles, qui se sont rapidement transformées en critiques. J'étais mal habillée, pas assez jolie. Est-ce qu'on peut prendre ça pour de la manipulation de la part de l'homme vis-à-vis de sa femme? Est-ce qu'on peut dire que ça démarre toujours comme ça? oui, ça peut démarrer de cette façon parce que voilà, il faut se dire comment ça se fait qu'au départ, il est, voilà, on va dire entre guillemets, très gentil, limite hyper adorable, et que du jour au lendemain, ça bascule déjà dans la critique et bientôt dans la violence. Parce qu'elle dit, il arrivait toujours à me retourner le cerveau. Ah ouais. Et ça, c'est déjà alarmant, ça a retourné le cerveau. C'est-à-dire que lui, il est capable de lui faire croire qu'il n'est pas capable de violence, en la cajolant, peut-être même trop. Peut-être qu'elle faisait des choses, il lui disait ouais, tout va bien, jusqu'à ce qu'il atteigne une limite où là, il ressort son vrai caractère. Parce qu'il allait jusqu'à la couper de sa famille, de ses amis. Ouais, ça aussi c'est un signe alarmant parce que on se met pas avec une personne pour l'empêcher de voir sa famille, ses amis, Ses proches, son entourage. Voilà. Parce qu'avant de le rencontrer, on l'empêche pas de vivre. Voilà, ça n'empêche pas de vivre exactement. Et quand ils n'étaient pas ensemble, il pouvait compter sur sa famille, sur ses amis. Donc il n'y a aucune raison qu'il la coupe de là. Donc si ça arrive à ce niveau, là c'est déjà alarmant. Il faut se dire
C'est un homme qui veut vous avoir pour vous seul et il peut arriver à des extrémités. C'est déjà un signe. Et est-ce qu'on peut prendre ça pour de la jalousie? Oui, de la mauvaise jalousie. Parce que la femme a accepté de vous épouser. Vous n'êtes pas marié à un oncle ou à une tante de la famille. Donc, eux, ils ne viendront jamais, jamais vous séparer, quoi. Sa tante ne viendra jamais vous séduire pour vous séparer. Donc, la jalousie, elle est même mal placée. Parce que je comprendrais jalousie si c'est un autre homme qui essaye de venir saboter le foyer. Mais là, il n'y a pas de jalousie à avoir. C'est sa famille. Elle rajoute, elle dit ceci ensuite. Quand je voulais le quitter, les enfants devenaient un moyen de pression. Le déclic qui m'a fait partir, quand il m'a trompé et que je l'ai entendu s'en vanter. On va faire un break, c'est temporaire. C'est moi qui te fais souffrir, je ne te mérite pas. C'est ce que je lui ai dit pour qu'il s'en aille. J'ai ensuite demandé le divorce, pas pour faute, mais pour consentement mutuel. J'ai tout fait pour que les choses ne dégénèrent pas. Je ne pense pas que j'irai jusqu'au bout, mais il ne pensait pas que j'irai jusqu'au bout, mais il ne faut jamais céder. Cette femme, elle n'a pas été intelligente d'agir de la sorte. Comment dire? C'est un peu l'arroseur arrosé. Elle s'est servie du jeu de son mari. Elle a retourné ça un petit peu contre lui. Elle lui a fait croire que c'était elle qui était nocive pour lui. Exactement. Pour que lui, il puisse s'en sortir fièrement de cette relation. Oui. Elle a fait, on va dire qu'elle a fait taire son ego pour échapper à sa souffrance. Mais je trouve que c'est une bonne stratégie parce que elle s'est dit, voilà, c'est cet homme qui commence à montrer des signes d'extrême, de potentielle violence. Voilà, il a un ego très fort et il faut jouer dessus pour pouvoir s'échapper de ce genre de situation. Et ce qu'il veut entendre, c'est que lui, il a eu raison dans tout et que la femme est fautive. Avec ça, lui il s'arrête totalement. Il ne fait plus rien après. Il se dit qu'il a gagné le match. Oui. Et voilà quoi. Et après, non, je trouve elle a bien agi. Elle a bien agi. Est-ce que d'autres femmes auraient adopté la même méthode, répondre à la violence par la violence, et ça allait être un siècle vertueux, ou et ça allait aboutir à des d'autres conséquences. N'auraient rien dit, si Oui, je peux exactement. dire. Oui. Parce que c'est ce que la plupart des femmes aujourd'hui, elles font, elles ne disent rien. Et je vais vous prendre un autre exemple. Daphné, 36 ans, elle dit « Dissimuler les bleus et les bosses était devenu une préoccupation régulière. Quand cacher n'était plus possible, il fallait mentir. Pas un hématome. Je disais que j'avais pris une porte. Pour un bras cassé, c'était un tas de bûches qui s'étaient écroulées. Quand je ne pouvais pas sortir, c'était une gastro. Leur violence était invisible, mais tellement douloureuse. J'entends encore résonner, imbécile, bien articulé pour que je comprenne. Je gérais seul le quotidien, mais j'étais incapable, selon les dires de mon époux. Il fallait anticiper ses désirs. Une envie de hamburger et de petits plats mijotés partait à la poubelle. Finalement, est-ce que si toutes ces femmes ne parlent pas, c'est pas une partie parce qu'elles ont honte de ce qu'elles vivent? Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense qu'elle décide
de garder ça pour elles, déjà parce que parfois elles aiment trop leur mari, tellement qu'elles ne veulent pas dire à d'autres personnes qu'il est violent. Elles espèrent et elles croient fermement qu'ils vont changer, elles veulent les amener à changer. Elles espèrent que cette situation va changer, qu'il va se rendre compte de ses actes et rectifier le tir. Bon, mais souvent ce qui se passe, c'est que rien ne change. Rien ne change et je pense que quand ça atteint certaines extrémités, certains niveaux de violence, je pense qu'il faut avoir le courage d'en parler. Et en parler à la bonne personne, à la personne qui peut nous écouter, sans forcément ébruiter cette histoire partout. Elles peuvent aller voir des associations. Oui, par exemple. Oui. Voir des associations, voilà. Parce que la plupart trouvent inconcevable de porter plainte contre son propre époux. Ouais, c'est compréhensible. Et c'est parce qu'ils aiment tellement leur époux qu'elles ne veulent pas arriver à ce point. Et s'il y a les enfants aussi, voilà, elles ne veulent pas être celles qui vont envoyer leur père en prison. Voilà. Je pense que s'il y a tous ces facteurs-là qui les retiennent d'aller jusqu'à la plainte, et voilà. D'accord. Elle rajoute ceci, elle dit: lorsque je suis tombée enceinte, mon mari a souhaité faire un test de paternité, juste pour être sûr. Ses amis ont ri de cette bonne blague d'ADN. Est-ce que vous pensez que ces hommes qui sont violents, est-ce qu'ils sont influencés par la société, par exemple par leurs amis? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que les fréquentations, ça compte aussi. Si on a des amis autour qui ont une certaine vision de comment l'homme devrait agir, du mariage, voilà, ça peut encourager, à force de fréquenter ce type d'hommes, ça peut les encourager à être violents dans leur foyer. Parce que ces genres de personnes, ils vont les faire croire que c'est normal. Que l'homme viril, c'est celui qui cogne forcément. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc je pense que l'entourage y est pour beaucoup de choses. Après l'éducation, bien sûr. Donc il faut savoir choisir ses amis aussi. Oui, il faut savoir choisir ses amis. Exactement. Un ami qui vous dit qu'il bat sa femme et il vous encourage à le faire parce que c'est la vérité de l'homme, c'est la meilleure façon de s'imposer. À mon avis, c'est pas un très bon ami, je pense. Elle a dit ceci à la suite: j'ai décidé de quitter mon mari après avoir été convaincue par SOS Femmes Battues qu'il fallait se sauver et que si mon mari finissait par me tuer, la vie du petit serait transformée. J'ai porté plainte et fait constater les blessures. Et quelques années plus tard, elle dit: mon fils m'a avoué récemment que petit, il entendait les cris de papa la nuit et qu'il voulait que le matin arrive vite. Pour ses 11 ans, mon fils a demandé que nous soyons enfin divorcés. Est-ce que les enfants ne sont pas aussi des victimes laissées, des victimes oubliées? Parce qu'on se dit toujours que l'enfant, il est jeune. Et quand il va grandir, sa mémoire va s'effacer et finira par se remplacer par d'autres souvenirs. Vous ne pensez pas que les enfants sont eux aussi des victimes face à ces violences conjugales? Les enfants sont exactement les victimes de ces violences. Et moi, je dirais même les premières. Parce que les enfants, on a l'habitude de les voir comme innocents. On a l'habitude de croire qu'ils oublient vite. Alors que parfois, c'est eux qui retiennent tout au bas âge. Ils retiennent beaucoup de choses. Et les enfants,
comment dire, c'est sensible parce qu'un enfant qui voit ça, ça va faire partir de la construction de sa personnalité, de comment il va construire sa vision du foyer, sa façon de traiter une femme. Ça va partir de là, de ce qu'il a vu. Et donc, je pense que les enfants, c'est des victimes oubliées. Et c'est même les premières victimes. Et il faut faire attention à ça. Parce que si on a une génération de parents violents, on aura une génération d'enfants qui vont grandir, qui seront encore plus violents. Et c'est un cercle vertueux. Et peut-être plus renfermés eux-mêmes. Voilà, beaucoup plus renfermés. Exactement. Donc je pense que les parents, avant d'arriver à ce niveau de violence, ils doivent bien réfléchir qu'il y a des enfants, et à eux qui pourraient leur faire du mal. Peut-être l'un d'eux aura des séquelles physiques ou des traumatismes, mais l'enfant, lui... Ils oublient quelquefois que cette femme, c'est la mère de leurs enfants. Oui, ils gardent toujours en mémoire que c'est une femme, que c'est leur petite amie ou bien que c'est leur épouse qui est face à eux. Mais ils oublient que cette femme qui est aussi face à eux, c'est aussi la mère de ses enfants. Voilà. Et qu'en commettant ce genre d'acte, il peut faire du mal aux enfants qu'il est supposé aimer aussi et veiller à leur bien-être. Et demain, les enfants diront « Papa a tué maman ». Ouais, et ça, c'est le pire pour un enfant. De voir que son père a tué sa mère. Parce qu'un enfant n'a pas envie de choisir entre les deux. Lui, il aime les deux parents. Il n'est pas venu au monde pour faire un choix entre les deux. Exactement. Lui, il ne demande pas ça. Donc, il ne faut pas créer des situations qui les poussent à prendre un parti. Parce que c'est destructeur pour eux. Pour leur avenir. Oui. Est-ce que je me rappelle aussi l'année dernière, il y a un enfant, une petite fille, elle a vu son papa qui a poignardé sa mère. Ok. Et elle est sortie en courant disant que au secours, ma mère va mourir. Quand vous entendez ça, vous, qu'est-ce que ça vous fait? Déjà, ça fait froid aux oreilles d'entendre ça. Parce que je me dis, cet enfant, il a vu la scène. Il a vu l'horreur, le sang de sa mère qui coule devant, incapable de faire quelque chose, incapable de sauver sa mère, parce que cet enfant va grandir avec ça. Dans la mémoire, vous dites que je n'ai pas pu sauver ma mère. Et peut-être même, elle va se reprocher de n'avoir pu rien faire alors que ce n'était pas de sa faute. Exactement. Non seulement il va se le reprocher, mais il va développer une haine contre son père. C'est haine qui va aussi l'empêcher de vivre. Exactement. Et aussi peut-être même l'empêcher de fonder sa famille. Exactement. Et au-delà de ça, du moment où il va dénoncer ça, peut-être que son père va aller en prison. Sa mère sera peut-être blessée ou va peut-être décéder. Donc ça fait dans les deux cas, elle va perdre l'un de ses parents, elle va perdre l'harmonie du foyer, le fait de vivre avec ses deux parents. Et ça va être un mélange explosif. Elle va grandir avec ça. Déjà, elle aura une mauvaise idée. Comment on dit, une mauvaise vision de l'homme. Oui. Elle va peindre l'homme en négatif et ce ne sera pas sa faute. Elle a eu l'exemple de son papa. Et elle ne pourra pas, et pour certaines femmes, elles ne pourront pas donner plus que ça, que ce qu'elles ont reçu. Elles ont reçu de la violence. Elles vont vivre avec et voilà. Et certaines auront même du mal à se stabiliser avec un homme, à développer de la confiance. Ce sera beaucoup de méfiance. Et voilà ce que j'ai à dire sur D'accord. Sur l'influence de la violence. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter
quel est le conseil que vous pouvez apporter à vos frères hommes? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire face à ça, face à pour stopper, on va dire, pour stopper le féminicide? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors moi, je dirais à mes frères que dans un foyer, la violence ne résout rien, et que cette violence-là, elle affecte beaucoup plus les enfants. Donc, il faut penser plus aux enfants. Il faut avoir toujours une vision de se projeter. Est-ce que l'acte que je fais à court terme fera du mal à mon épouse? Est-ce que ça fera pas du mal à long terme aux enfants? Et je pense que la clé, c'est vraiment apprendre la maîtrise de soi. Savoir que quand une limite est atteinte, de savoir couper court. Et comme je disais, prendre de l'air. Ça a l'air assez banal, mais je pense que c'est la meilleure solution pour éviter Parce que je me rappelle ce genre un de ancêtre violence. qui Oui. disait à son fils que si je construis aujourd'hui, je ne construis pas pour moi, mais je construis pour vous Exactement. plus tard. Oui. Et vous qui allez aussi derrière, vous allez l'entretenir, pas pour vous, mais pour mes petits-enfants. Exactement. En plus, l'homme est la responsabilité, il est le pilier de la famille. Donc, s'il est violent tout le temps, bah, il va transmettre la violence à qui va se rompre. Ouais, exactement. Il va pourrir toute une génération, enfants, petits-enfants. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Il y a des familles où les enfants ont vu des horreurs et ils les reproduisent dans leur foyer. Puis leurs enfants voient à leur tour, puis ça se reproduit. Et le pire de la violence même, c'est que ça va plus loin. C'est que il y a une cassure des foyers, parfois par génération. Et ça, c'est grave. Les divorces. Voilà, beaucoup de divorces. Et ça, c'est grave. Et ça affecte beaucoup les enfants. C'est pour ça que, comme je disais, les hommes doivent avoir un regard surtout sur les enfants. Est-ce que ce que je fais affecte, oui ou non, les enfants? Voilà. Et quand je parle quand on parle de violence, oui, on a abordé l'aspect physique. Oui. Il y a même d'autres actes qu'on commet, par exemple les infidélités qui peuvent pousser au divorce. Ça aussi, c'est une forme de violence pour les enfants, surtout pour les jeunes filles. Oui, mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est aussi un sujet qui peut pousser, oui, à la violence, mais aussi qui laisse aussi des cicatrices aux enfants. Ça, c'est tout à fait vrai, parce que quand on est en couple, à un moment, quand ça ne va pas, au lieu d'en discuter, on préfère se renfermer, soit on préfère aller se consoler dans les bras d'un autre ou d'une autre. Tu sais? Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit que dans un couple, il faut beaucoup qu'il y ait le dialogue dans un couple. Il faut beaucoup dialoguer entre deux personnes pour pouvoir réussir, pour pouvoir, on va dire, dans mon pays, on dit souvent, pour pouvoir percer l'abcès quand Exactement. ça ne va pas. Oui. Il faut dialoguer. C'est ça qui construit aussi le couple. Exactement. Et c'est vrai, le dialogue, il est important parce qu'il permet de se débarrasser de certaines frustrations qui sont arrivées instantanément. L'erreur, ce serait de tout garder et faire exploser un jour. On dit toujours, Voilà. il ne faut pas dormir, il ne faut pas aller se coucher étant fâché. Exactement. La chambre de couple n'est pas devenue un champ de combat. Exactement. Exactement. D'accord, merci Monsieur Florent. C'était un plaisir de vous avoir dans ce débat. Je finirai par dire ceci aux hommes.
et à tout le monde, pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. La femme est l'essence même de la vie. Donc, par conséquent, monsieur, vous devez respecter la femme. Respectez cette femme comme vous avez respecté et comme vous respectez votre mère. Parce que c'est elle qui donne la vie. Merci à tous, merci de m'avoir écouté et passez une bonne soirée.